sur cette conférence qui, je pense, va être très riche en termes de contenu et d'information. Je tiens à m'excuser tout d'abord, puisqu'effectivement c'est un exercice pas facile pour moi et c'est une première fois que je fais cet exercice. Donc je vais tâcher de rester la plus intelligible possible. Je me présente Elena Vignert, je suis chargée de mission financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour une association locale qui s'appelle Aquitaine Active et qui fait partie d'un réseau national, le réseau France Active, créé à la fin des années 80 pour lutter contre le chômage de masse et accompagner et proposer des outils financiers aux acteurs de l'économie sociale dans notre société. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il me semble intéressant de pouvoir vous faire une rapide présentation de ce qu'est l'économie sociale et solidaire, ce mode de développement économique qui est très répandu dans notre société, mais qui est peu connu aujourd'hui, et dans lequel le secteur culturel, fait partie intégrante, puisqu'effectivement, à travers les modes de développement des collaborations, coopérations, les projets de création-développement qui sont portés par les associations culturelles aujourd'hui, nous sommes véritablement dans ces enjeux d'économie sociale et solidaire. Donc ce que je vous propose, dans un premier temps, simplement, c'est de vous présenter ce qu'est l'économie sociale et solidaire. La définition, je dirais, officielle et légale, est un mode de développement économique qui permet à des acteurs et à des individus de se regrouper autour d'une même ambition, une ambition qui est portée par 3 volets. Le premier volet qui va nous sembler naturel et cohérent est justement le développement et le maintien des emplois non délocalisables sur le territoire. Alors vous allez voir que cette intervention va faire aussi écho avec l'intervention de M. Carré en début de matinée, puisqu'effectivement nous travaillons aussi avec les partenaires publics et les territoires. En ce sens, les acteurs culturels du territoire, à travers les projets de création et diffusion d'œuvres culturelles, je pense notamment aux spectacles vivants et aux compagnies de théâtre locales, mais bien évidemment à travers aussi les ateliers et activités de médiation qui sont organisés, permettent à des acteurs et à des comédiens, à des danseurs, à tous ces acteurs du système économique et culturel de pouvoir, à travers le développement de leurs arts, créer leur propre emploi et avoir une activité économique. Donc ça, c'est une des premières ambitions de l'économie sociale et culturelle transposée au secteur culturel. On va retrouver aussi le développement de la cohésion sociale sur les territoires, et en ce sens, transposé au secteur culturel, nous nous rendons compte que, notamment sur le paysage aquitain, puisque c'est vrai que je n'ai pas la prétention d'avoir une vision nationale des activités culturelles, mais du moins sur le sud Aquitaine et notamment sur notre région du Pays Basque également, les propositions culturelles sont très, très diverses, très complémentaires aussi, puisque l'on a aussi des grands acteurs historiques du secteur culturel qui vont travailler en collaboration avec des petites compagnies qui émergent, qui sont créées depuis quelques années, qui sont vraiment en développement. Et donc, effectivement, la présence et la cohabitation de ces différents acteurs culturels vont permettre vraiment la cohésion sociale sur les territoires, dans le sens où elles répondent aussi à un besoin de diffusion du contenu culturel sur les différents territoires et pas uniquement concentrer la proposition culturelle sur les grandes agglomérations. Donc ici, on a le BAB, l'agglomération bayonnaise, Bayonne-Anglet-Biarritz, ou bien sur l'agglomération de la métropole bordelaise, par exemple au nord de la région. On est vraiment sur des dynamiques qui permettent justement de diffuser la culture sur des territoires, et on se rend compte que les propositions culturelles sur les territoires ruraux notamment peuvent être très dynamiques et très intéressantes aussi. Donc en ce sens, c'est aussi une ambition qu'ont les projets de l'économie sociale et solidaire, et notamment des acteurs culturels qui en font partie. Et ensuite, et ça je dirais que c'est valable pour tous les acteurs de l'économie sociale, le but qui est porté par ces regroupements collectifs et ces projets sociaux qui sont menés est avant tout d'apporter une réponse innovante à un besoin socio-économique. Alors,
dit comme ça semble évident, mais effectivement, souvent on se rend compte que les acteurs de l'économie sociale vont venir porter des projets ou répondre à des problématiques sur lesquelles, je dirais, les entreprises du secteur marchand, du secteur privé classique ne vont pas aller, soit pour des questions de viabilité économique ou de rentabilité tout simplement, et qui sont pourtant des enjeux primordiaux pour la cohésion de nos territoires. Alors pour vous présenter, puisqu'effectivement l'économie sociale et solidaire est présente dans tous les secteurs d'activité, on va notamment retrouver des projets sur l'accessibilité aux soins, la culture, l'environnement, la réduction des inégalités, l'accès à l'emploi. Donc ce sont vraiment des thématiques récurrentes qui reviennent sur les projets d'économie sociale. Et effectivement, la culture en fait partie aussi, et en fait partie intégrante. Ce qui est intéressant également, c'est que les entreprises ou les acteurs de l'économie sociale et solidaire doivent aujourd'hui s'adapter en permanence aux enjeux de la société. Alors je pense aux enjeux de la société, notamment aux mutations technologiques, aux crises, aux multiplications de crises financières, aux problématiques d'enjeux de mutation du paysage de l'emploi et du paysage du monde du travail qui évolue aussi avec des nouvelles formes d'emploi. Donc ce sont vraiment des problématiques auxquelles ces acteurs sont confrontés. Et ce qui en fait la richesse, c'est que justement, pouvoir répondre à ces enjeux leur permet d'évoluer, de faire évoluer les modèles de l'économie sociale. Ce qui est intéressant aussi de rappeler, c'est qu'effectivement, à travers ces regroupements collectifs pour mener à bien un projet social, on va retrouver différentes formes. Donc, la forme la plus dominante dans l'économie sociale est la forme associative, et qui représente plus de 70% des projets d'économie sociale. Et c'est vrai que sur le secteur culturel notamment, la plupart des compagnies sont organisées sous forme associative, donc effectivement avec une gouvernance partagée, un réseau de bénévoles qui interviennent aussi aux côtés des salariés et des intermittents des compagnies, et en ce sens permettent de développer un projet riche et porté par de multiples personnes au parcours et aux compétences différentes. On va retrouver aussi les formes coopératives qui sont en développement sur notre société aujourd'hui et les formes mutualistes. Ce qui est intéressant aussi de rappeler, c'est bien sûr le principe de non-redistribution des bénéfices, puisqu'effectivement tous les bénéfices générés par ces structures-là sont ensuite réintégrés pour pouvoir justement développer de nouvelles actions, investir dans de nouveaux projets. Et je pense que vous pourrez, en tant qu'acteur du secteur culturel, faire le parallèle également dans cette question justement de comment aller chercher des financements pour développer de nouveaux projets. Pour vous donner 2-3 chiffres parlants, l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, au niveau national et au niveau aquitain, représente 12% des emplois, donc ce qui est plutôt très intéressant. En Nouvelle-Aquitaine, on est aujourd'hui sur un panel de 220 000 emplois salariés dans l'économie sociale et solidaire. C'est énorme. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bien que la culture représente seulement 2% des emplois de l'économie sociale et solidaire, ça en est en fait le 4e secteur en termes de structure. Donc c'est vraiment, la culture fait partie intégrante de ces modèles de société. Et en ce sens, c'est plutôt intéressant de le rappeler. Simplement pour terminer cette présentation et ce panorama global, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que les systèmes d'entrepreneuriat autour de l'économie sociale et solidaire sont souvent organisés autour de systèmes économiques pluriels. Alors je vais m'expliquer par la suite, et sur des démarches collectives. Donc effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le projet d'économie sociale et solidaire est porté par un collectif d'acteurs qui se réunissent pour répondre à un besoin, à une problématique. Et donc en ce sens, c'est le projet social qui va être porté, cela définit le projet social qui va être porté par ce collectif. Ce projet social est articulé autour de valeurs, d'ambitions, est en lien très étroit avec un territoire.
C'est pour ça qu'effectivement, sur des projets culturels ou de développement de compagnies théâtrales, vous allez avoir des multiplicités de formes théâtrales ou de formes de création culturelle qui vont se développer selon les endroits où nous sommes aussi. Puisqu'il y a une véritable proximité avec nos territoires et avec les acteurs du territoire qui sont partie prenante. Alors les acteurs du territoire, je pense notamment simplement au public, aux bénéficiaires qui vont venir voir ces créations ou qui vont profiter des créations qui sont faites, mais également je pense aux partenaires publics, puisque les partenaires publics sont aujourd'hui toujours des financeurs principaux de ces actions culturelles et vont venir justement compenser cette partie qui n'est pas marchande comme le peuvent être les entreprises classiques. Et on va avoir aussi d'autres acteurs culturels, les lieux de diffusion, les partenaires de coproduction. Donc tous ces acteurs qui sont finalement partie intégrante du projet vont constituer ce projet social. Et en fait, finalement, le support économique qui va découler de la vente de spectacles, de la vente de livres pour une maison d'édition ou autre, est en fait simplement un support économique pour atteindre ce projet social et cette cohésion et cette organisation des différents acteurs. Ce qui m'amène au dernier point, donc à la fin de cette rapide présentation, c'est que ce qui est intéressant, c'est que à travers cet écosystème, on va retrouver vraiment dans l'économie sociale et solidaire non seulement un écosystème d'acteurs qui vont porter les projets, mais aussi du coup un écosystème de financeurs et de multiplicité de sources de financement. Et en ce sens, c'est ce qui est intéressant, notamment de pouvoir avoir cette visibilité sur les différents types de financement qui existent, autant public, sur des questions d'appel à projet, de mécénat privé. Aujourd'hui, on a différentes sources de financement qui se développent dans ces économies-ci et qui permettent justement d'aller capter de nouvelles lignes de financement et de poursuivre et de pouvoir développer des actions culturelles sur les territoires. Voilà, donc en ce sens, effectivement, c'était simplement le rapide point de présentation que je souhaitais aborder avec vous. Je sais que c'est une présentation très pragmatique et très terre-à-terre que je vous ai faite par rapport justement au débat un petit peu plus fin que vous allez avoir par la suite et que vous avez eu auparavant. Mais c'était simplement voilà, pour reposer aussi justement tous les acteurs que nous sommes et que vous êtes voilà, dans le panorama de notre société. Voilà. Et également, voilà, je pense que pour faire un dernier lien aussi avec la thématique du colloque, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que l'économie sociale et solidaire aujourd'hui est un des secteurs de notre économie qui emploie beaucoup de femmes et dans lequel nous avons, même si on n'est pas une parité parfaite, nous retrouvons plus de femmes justement à des postes de direction ou à des postes à responsabilité que dans d'autres secteurs d'activité. Donc en ce sens, je pense que justement la réponse aux besoins territoriaux, à la cohésion sociale, à la diffusion de la culture a un bel avenir devant soi et va permettre justement d'impliquer des acteurs locaux et des actrices de nos territoires. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on propose? On fait un débat avec elle ou on continue? Je reste un petit quart d'heure, je sais pas si... On va faire le débat avec elle, s'il te plaît. Bon, vous avez compris que Elena doit partir aussi. Donc nous allons prendre 3 questions démocratiques. Oui, Robert. Oui, Robert Lalande. La première question, elle est plus générale. Cette très belle réalisation de l'économie sociale et solidaire, l'essentiel des fonds qui sous-tendent, d'où proviennent-ils? Et la deuxième question, c'est une question d'adaptation locale. Y a-t-il par exemple un lien avec votre voisin du théâtre de Versailles? Merci. Donc pour répondre effectivement à cette question-ci, voilà, si j'ai accepté, donc je vais commencer par la deuxième question, si j'ai accepté effectivement de venir
intervenir ici aujourd'hui, et ce qui est un grand honneur pour moi, c'est effectivement qu'aujourd'hui, voilà, ça fait un petit moment, je crois que ça fait bientôt 1 an que nous accompagnons le Théâtre du Versant dans ces questions justement de ces problématiques de structuration financière, donc en apportant aussi un regard, une analyse financière. Donc c'est vrai que généralement le lien entre finance et culture, voilà, c'est un petit peu une confrontation, un choc de culture, si je peux me permettre, puisqu'effectivement on retrouve difficilement, en tout cas, de culture financière dans le panorama global des acteurs culturels, et ce qui est normal puisque ce n'est pas l'objectif poursuivi par les acteurs culturels. Mais voilà, du coup, c'est vrai que l'on a travaillé ensemble justement sur cette question de justement comment mettre les moyens financiers, comment donner les moyens derrière, comment voilà, reposer ces équilibres financiers pour mener à bien des projets d'intérêt collectif. Et voilà, effectivement, et c'est vrai que nous, dans les actions que nous portons, au-delà des financements aussi, c'est un réseau. Donc c'est aussi de la mise en relation avec d'autres types de financements qui peuvent exister. C'est pas forcément, voilà, nous n'apportons pas une solution ou des réponses ou des lignes de financement clés en main, et c'est bien sûr un accompagnement, un partenariat qui se crée avec les acteurs que l'on accompagne. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui c'est un témoignage au sein du Théâtre du Versant. Et alors je ne sais pas si c'est fort heureusement ou malheureusement, mais effectivement j'ai accompagné aussi d'autres acteurs culturels sur le territoire, parce qu'aujourd'hui la question financière aussi est une question prégnante, il me semble. Et pour répondre à votre deuxième question plus générale, effectivement, de la question des fonds, donc pour notre part, effectivement, ce sont des fonds qui sont, donc on a une multiplicité de lignes de financement, donc autant des fonds qui vont être des fonds d'État, des fonds européens, des fonds d'acteurs fondateurs du réseau aussi, comme la Caisse des dépôts et consignations, qui s'est fortement engagée sur les projets d'économie sociale et solidaire, des fonds d'acteurs privés, on va retrouver des acteurs mutualistes nationaux qui sont très impliqués dans les questions d'économie sociale et solidaire, mais c'est aussi des fonds et des lignes de financement des acteurs locaux, et notamment des partenariats que l'on peut passer à l'échelle régionale avec les acteurs régionaux, mais les acteurs départementaux aussi, les acteurs sur certains territoires à l'échelle des agglomérations justement et des EPCI. Donc voilà, c'est vraiment une agrégation de différentes échelles de lignes de financement, ce qui nous permet justement de pouvoir agir aussi toujours au plus près des territoires, et c'est ce qui est important aussi. Je voudrais ajouter un mot, c'est effectivement, ça fait 1 année pile que nous travaillons ensemble, et moi je remercie beaucoup Elena, j'ai tenu vraiment à ce qu'elle vienne présenter cette chose-là, parce que c'est devenu très important pour le secteur culturel. En fait, il y a un modèle qui disparaît, un modèle de soutien et d'aide à la création, aux structures, aux compagnies, bien sûr. Bon, moi, je parle surtout pour les compagnies théâtrales, mais c'est valable pour toutes les autres structures. Il y a un modèle qui disparaît. C'est le modèle du subventionnement public qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on pleure tous les ans pour le garder, qu'on prie pour le garder, qu'on est prêt à tout, et on disparaît quand on l'a plus. La seule façon de lutter par rapport à ça, c'était d'avoir une activité suffisante économique, quoi, pour avoir des entrées, pour avoir un taux d'autofinancement. Enfin, or, à l'heure actuelle, il existe d'autres formes, et moi je remercie beaucoup Elena pour tout le travail qu'on a fait cette année. Ça nous a changé la façon de voir les choses, et ça nous a appris à fonctionner un peu différemment. C'est-à-dire qu'il y a des tas de formes de financement. Il y en avait certains qu'on avait découverts avant, comme les appels à projets européens, par exemple, qui sont très importants. Mais il y en a d'autres, et c'est une nouvelle façon de fonctionner. Et je crois d'ailleurs pouvoir dire que, correspondant exactement à son allocution dans le colloque, le Théâtre du Versant repart sur de nouvelles bases, et beaucoup grâce à Aquitaine Active. Donc voilà. Excuse-moi, donc toujours Françoise Nice, excuse-moi Gaëlle de te prendre au vol. Tu dis nous avons découvert d'autres modes de financement. Est-ce que tu peux être plus précis? Oh, très facilement. Je ne voulais pas vous ennuyer. Il y a une réserve du secteur culturel en France en particulier par rapport au financement privé.
On a l'impression qu'on touche le diable, qu'on touche le grand capitalisme, et que c'est quelque chose d'épouvantable. Alors que, bon, moi je me rappelle encore la première fois que j'ai vu le théâtre de Londres, l'un des plus beaux théâtres du monde, couvert de présentations des entreprises privées qui soutenaient ce théâtre. Je me suis dit, bon, il doit y avoir moyen de changer la donne. En fait, il y a toute une série, je peux parler des fondations, par exemple. Je suis au 3e, 4e dossier sur les fondations. On peut parler... Alors là, je suis beaucoup moins à l'aise, et il faudra qu'on embauche un jeune au Théâtre du Versant, parce que c'est pas ma culture. Le crowdfunding, l'appel au financement participatif, qui fonctionne, hein, ça je dois dire, j'y croyais pas, mais c'est vrai que ça fonctionne. Moi, je suis pas très à l'aise pour fabriquer ce genre de demande d'aide, de soutien, mais certains le font très bien, en particulier des jeunes. Et voilà, il y en a plein d'autres, hein. On est en train de chercher, de travailler. C'est quelque chose d'important. C'est une façon aussi d'être accompagné. Le rapport au banquier n'est plus le même. Hein, avant, le banquier, on pleurait quand on était à découvert. Oh, allez, encore un peu plus. Et maintenant, c'est d'une façon. C'est vrai que pour rebondir ce que vous dites, voilà, ce qui nous semble intéressant aussi dans l'accompagnement, c'est vraiment de faire prendre conscience aussi aux acteurs culturels que l'on accompagne qu'effectivement, il y a les problématiques de financement vont intervenir dans la durée de vie et de création de production des projets. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi, de savoir identifier, voilà, justement, on va chercher des financements, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'on a notre organisation qui est mal pensée et qu'on a des déséquilibres financiers? Est-ce que c'est parce qu'on va chercher des financements pour financer tel projet qui nous coûte tant d'argent? Donc c'est vraiment, voilà, cette identification-là. Et ce qui est intéressant aussi, voilà, puisque par rapport à la question du mécénat et des fondations privées notamment, vous pouvez aller voir, voilà, sur certains sites de fondations. Après, tout est une question de choix aussi, et d'identité et de partenariat que vous voulez construire. Quand je parlais de partenaires tout à l'heure aussi, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut aller frapper à toutes les portes et aller demander des financements ou du sponsoring à n'importe quelle entreprise. Il faut bien, voilà, l'identifier comme... en fait, cet acteur qui va venir vous financer sur une action va venir en fait être partie prenante du projet, et en ça, voilà, c'est intéressant d'être en raccord aussi. Petite provoque, et je l'annonce, donc c'est déjà plus une provoque. En somme, Gaël, qui va fonctionner comme ton ami Adama Traoré, qui, comme tous les opérateurs culturels ouest-africains que j'ai la chance de connaître, sont des maîtres du bricolage financier pour aller chercher un peu de sponsoring à gauche, un peu à droite, l'OIF aussi, l'Union européenne. Mais François, c'est pas du tout de la provoque. Bien sûr que c'est vrai. Et je suis très heureux, après 15 ans d'échanges nord-sud, de rejoindre Adama dans son art consommer du bricolage. Et je vais même te répondre. Je pense qu'au Théâtre du Versant, déjà, sur un certain plan, on est devenus des experts. Est-ce que tu sais, par exemple, que ce colloque n'est pas subventionné? Par exemple, on n'a que l'OIF. Enfin, c'est déjà très bien. Hein. L'OIF nous paye les voyages de nos amis du Sud africains. Parce qu'ils auraient pu payer les autres aussi, mais il se trouve que Haïti, ça a été autre chose. Le Venezuela, c'est autre chose. La Polynésie, c'est autre chose. Mais autrement, sur le fonctionnement même, c'est sur notre subvention de compagnie qu'on se débrouille pour monter toute cette affaire. Et on le fait par, justement, notre génie du bricolage. Et je crois l'amitié qu'il y a de cette compagnie dans son territoire. Tous les repas au Versant sont sponsorisés par des amis commerçants, par des amis grands commerçants comme Carrefour, qui nous donnent énormément d'argent pour la nourriture, une fois tous les 2 ans, et pour etc. Et pour tout ce qui est hébergement, ce sont nos amis hôteliers de Biarritz et de la Côte Basque entièrement. Cette année, ça a tellement bien marché qu'on a trop de chambres d'hôtel. S'il y en a qui sont en difficulté. Alors, la question de fond qui s'adresse à Elena Vignert, est-ce que, j'ai ma réponse personnelle là-dessus, mais je voudrais votre réponse, est-ce que le développement de l'économie sociale et solidaire, 220 000 emplois dans la région, vous dites, est-ce que c'est pas aussi le micro-pansement des défaillances de l'État central ou des grandes collectivités?
Alors là-dessus, il me semble qu'il y a... après, c'est vrai que c'est compliqué de vous répondre parce que là-dessus, ça va être voilà, plutôt mon regard personnel et ma courte expérience du milieu qui va vous répondre. Donc ce n'est peut-être pas exact. Mais il me semble que justement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir que effectivement le fonctionnement national des collectivités, des acteurs publics reste et continue justement à financer ces projets-ci. L'intérêt justement, alors là où je ne vous rejoins pas trop, ou en tout cas je ne rejoins pas le postulat de dire que l'économie sociale et solidaire est justement ce pansement justement pour pallier aux manquements ou aux problématiques de notre société. En ce sens où ça va répondre à des questions justement sur lesquelles peut-être les pouvoirs publics ou les acteurs privés des entreprises classiques n'auront pas forcément les moyens d'intervenir, mais les acteurs publics et les partenaires territoriaux continuent de financer ces actions-ci. Et en fait, justement, la définition de l'économie sociale et solidaire a été revue depuis la loi du 31 juillet 2014, donc c'est tout récent, qui permet justement en fait de poser un cadre et de vraiment valoriser cette économie en tant qu'acteur de notre système économique classique, et donc permet de donner justement une légitimité, une professionnalisation aux acteurs de l'ESS. Et nous, justement, dans l'accompagnement que nous faisons aussi des structures, et là je parle vraiment de tout type de secteur d'activité, c'est vraiment de pouvoir, au-delà de l'accompagnement financier sur une problématique ou une période donnée, c'est vraiment de pouvoir aussi, à travers de la mise en réseau, de l'accompagnement, de la professionnalisation des acteurs et des bénévoles aussi, puisque généralement, voilà, on a beaucoup de bénévoles qui portent ces projets-là, c'est de pouvoir rendre compte qu'effectivement, on n'est pas uniquement sur de la réparation, et donc on va aller pleurer pour chercher une ligne de financement. C'est vraiment, on construit un projet, on porte un projet avec des valeurs, et ensuite, voilà, on va mettre les financements dont on a besoin derrière ce projet. Mais c'est avant tout, voilà, vraiment venir, je dirais, structurer et professionnaliser ces acteurs. On a notamment des réseaux de partenaires aussi qui font justement de l'accompagnement gratuit et bénévole, gratuit à destination des associations locales pour leur permettre justement de travailler sur des problématiques, alors soit organisationnelles, de projets stratégiques ou autres. Et donc en ce sens aussi, voilà, on a des partenaires qui ont développé des formations en économie et en gestion, voilà, plutôt sur les bases, mais à destination de bénévoles associatifs. Donc toutes ces questions-là, en fait, pour nous, justement, c'est prendre le problème à l'envers et se dire aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire est en cours justement de faire reconnaître ses droits, ses valeurs, et aussi de se structurer en tant qu'acteur du territoire et pas, voilà, pas non plus en tant qu'économie de la réparation finalement, parce que c'est vrai que c'est un peu l'image que l'on peut avoir de l'économie sociale. Bien, bon, ben, voilà.